Vous imaginez, moi, je sors un bouquin sur les séries et j'ai une angoisse. Je sors une interview, j'ai déjà du stress, donc Vous avez sorti un livre chez Armand Collin qui s'appelle «Créer une série», qui ne s'appelle pas «Comment créer une série», nuance, c'est bien «Créer une série» et toute la nuance est là-dedans. C'est-à-dire que c'est le récit d'une création d'une série, vu par, plein de créateurs de séries. Alors il y a pléthore sur ce livre. On a le créateur de I May Destroy You, Skins, Oz, Les Revenants, 10%, Engrenage, Rectify, votre chouchou, Borgen, Irresponsable, The Shed, Trémé, Happy Valley. Je crois que j'étais presque complet. Il doit manquer Ainsi soit-il. Et ça fait du beau choix, et vraiment des séries de qualité à chaque fois, et qu'on a envie de décortiquer, de savoir, d'être une petite souris et de savoir comment ont été faites ces séries. Et c'est le cas dans votre livre. Comment avez-vous procédé? Très simplement, la base, c'est une suite d'entretiens. Donc, je veux dire qu'il y a 100% de ce qui est dans ce livre est issu de ces entretiens-là. Donc, c'est pas de la récupération. Ça fait 15 ans que je fais ce métier. Des entretiens, j'en ai fait quelques-uns. C'est pas de la récupération de ce qui a pu être dit par le passé. Alors, évidemment, je me suis appuyé sur mon expérience passée et sur ce que ces créatrices et ces créateurs-là avaient pu me dire par le passé, parce que j'avais eu l'occasion pour chacun d'entre eux de les interviewer journalistiquement, si j'ose dire. Donc, on a passé entre 3 et 4 heures au téléphone pour les Américains, parce que je n'avais pas le temps et le budget pour faire des allers-retours aux États-Unis, en chair et en os, en présentiel, comme on dit dans le monde nouveau aujourd'hui. Mais c'était avant ça, hein, c'était en 2019 que j'ai fait ces entretiens. J'ai fini quasi au moment où le Covid a commencé. Euh, et donc, des longues discussions où je me taisais essentiellement, où je les laissais parler, me raconter leur expérience. Alors évidemment, j'avais cette structure en tête qui est celle du livre, qui est chronologique et qui est de suivre finalement le geste créatif. De la première idée au deuil, pour dire les choses simplement. Donc, la quasi-totalité des intervenants en ont fini avec leur série. Il n'y a que Sally Wainwright qui n'a pas fini Happy Valley, mais mis à part ça, tout le monde en avait fini avec sa série, donc c'est pour ça qu'on peut parler du deuil. Et donc ensuite, j'essayais juste de les réorienter dès qu'ils partaient trop dans des choses qui n'étaient plus dans l'angle, ou qu'ils étaient trop dans l'analyse et que moi j'avais besoin qu'ils me racontent un peu plus. Donc mon travail a été essentiellement celui d'un chien de berger, hein, d'essayer de recentrer régulièrement comme ça pour que le récit ait un sens. Mais par contre, ce que je ne savais pas et ce que je ne pouvais pas savoir, c'est comment les uns et les autres allaient comparer, se répondre, s'opposer, etc., puisque je les ai interviewés tous individuellement et que mon but, c'était qu'ensuite, par mon travail journalistique, je recouperais leurs témoignages et que je pourrais ou pas créer quelque chose de cohérent. C'est le grand pari de ce bouquin, c'est que j'avais aucune certitude qu'au bout du compte, il y a assez de points communs entre ces gens-là pour que ce qu'ils racontent semble cohérent. De fait, c'est ma chance, ou mon pif si j'ai choisi les bonnes personnes, ou tout simplement une réalité, puisque créer une série est un geste pluriel, mais finalement, il y a pas mal de points communs, qui fait que ils sont pas toujours d'accord, ils sont même parfois complètement en opposition, mais que finalement, ils se répondent les uns les autres et que ça crée une forme de dialogue dans ce bouquin. J'ai eu 2 titres de travail. Le premier titre de travail, c'était vie et mort d'une série télé. Parce que les 2 points qui m'obsédaient le plus, c'était l'instant créatif du départ, la pulsion quoi, de vie, et le deuil à la fin. Et ensuite, autour de ça, j'ai construit tout le bouquin. Et l'autre titre, c'était Un long chemin, qui était un titre plus abstrait, qui en disait long en fait sur le temps que ça prend et l'effort que ça représente. Mais au milieu de tout ça, il y a plein de... Ce que je veux dire, c'est que ça peut se picorer. Il y a des chapitres qui peuvent se consommer en tant que tels, c'est amusant, je ne pense pas que ça soit incompréhensible si vous picorez. Par contre, vous allez perdre effectivement le chemin. Alors, c'est un peu comme une série télé. Hein. Très gentiment, Nicolas Demorand sur France Inter l'autre jour parlait du bouquin et J'ai il disait entendu, ce ouais. livre se lit comme une série télé parce qu'il y a des épisodes. Euh, Après, vous pouvez regarder un épisode d'une série télé sans pour autant avoir vu le reste, mais c'est quand même une série feuilletonnante, ce bouquin. Et du coup, il y a des émotions, il y a des constructions de personnages, il y a des choses qui se font au sein même du livre.
Il y a une arche Et, narrative, et une il y a arche tout ce qu'il faut. narrative. Après, moi, de manière très modeste, j'ai fait une forme de mise en abîme, hein. Ce bouquin, c'est un peu ma série. Moi, je suis pas scénariste, je sais pas écrire une série télé. Je sais la critiquer. Enfin, en tout cas, je prétends savoir critiquer une série. C'est mon métier à Télérama. Mais en fait, j'ai suivi un processus qui est comparable en une bien moindre mesure par rapport à la douleur que ça a pu être, même si ça a été beaucoup de travail, comparable au leur. J'ai trouvé des personnages. J'ai eu une idée à la base qui a mûri longuement. Ça m'avait pris 4 ou 5 ans avant de pouvoir écrire ce bouquin. Puis j'ai trouvé des personnages. Alors, dans mon cas, ils sont vrais. Ils existent vraiment. Mais ça arrive aussi de faire des séries dont les personnages existent vraiment. Et puis, je me suis un peu projeté sur leur histoire, ce qu'ils ont vécu eux, leurs efforts, l'écriture, les obstacles, etc. Je me suis un peu projeté là-dedans et j'ai fait mon propre récit à moi. Et par ailleurs, tout ce qu'ils peuvent vivre moi, c'est ça qui m'amène à écrire ce bouquin le plus, c'est que finalement, toutes les histoires qu'ils racontent parlent d'eux et elles parlent de moi. Et donc, finalement, ces autrices, ces auteurs sont mes semblables, sont mes pairs, même si je ne suis pas scénariste moi-même. J'ai beaucoup d'affection pour eux parce que les histoires qu'ils racontent, ça fait des années que je les regarde et ça fait des années qu'elles me parlent, qu'elles me touchent, qu'elles me font réfléchir, qu'elles m'amènent à reconsidérer ce que c'est que mon humanité et le monde en général. Et, euh, et c'est ça, moi, que je voulais raconter après. C'est vachement bien qu'il y ait un décryptage plus technique, que pour en revenir à ce que vous disiez au début, ça s'appelle pas comment créer une série, mais je pense qu'un étudiant, je pense que ce bouquin devrait être dans le sac de tous les étudiants de la FEMIS, du CEA, de toutes les écoles, parce que et de tous ceux qui veulent devenir scénaristes, parce qu'au bout du compte, je pense que et je pense pas qu'il y en ait d'autres en France, un manuel de ce qu'est être un créateur de série, pas forcément de ce que c'est c'est-à-dire, je vais pas vous dire voilà comment on crée des personnages. C'est eux qui vont vous le dire. C'est les gens qui font ce bouquin qui vont vous le dire. C'est pas moi qui vais vous le dire. Et c'est jamais que 16 personnes. Donc c'est pas un point de vue qui est incontestable. Mais par contre, je pense, la métaphore qui est la plus simple, c'est je pense que si vous préparez un marathon, ça ne peut pas vous faire de mal d'aller lire un bouquin écrit par un marathonien ou une interview d'un mec qui a fait des marathons et qui va vous raconter la sensation du bitume sous ses pompes, le temps qui passe, le bruit des voitures, les applaudissements, le mur du 30e kilomètre. D'ailleurs, il en est question dans ce bouquin du mur du 30e kilomètre. Et de toutes ces sensations qui vont être les siennes. Je pense qu'il y a un moment où dans votre préparation au marathon, il faudra que vous couriez, il faudra que vous mangiez des trucs sains, il faudra que vous vous couchiez plus tôt, peu importe. Il y aura plein de trucs à faire et c'est pas le bouquin du mec qui va vous dire exactement ce qu'il faut faire pour que ça marche. Par contre, psychologiquement, dans votre préparation, ça peut pas vous faire de mal et je pense même que ça vous apportera un supplément d'âme à votre travail. Ils ont tous accepté de parler en transparence de tout Moi, ça? je trouve qu'il Oui. y a assez peu de langue de bois. Il y a évidemment un souci ici ou là de ne pas nommer les gens avec qui il peut y avoir des problèmes et de ne pas être dans l'attaque permanente. De toute façon, c'est pas un livre à charge, c'est un livre positif. Moi, c'est ce que je voulais. C'est pour ça que c'est que des gens qui ont réussi leur série. Mon but, c'était pas de dire, voyez, les séries, c'est l'enfer, même si finalement le bouquin le dit un peu quand même. C'était de dire, voyez comment tous ces combats-là ont débouché sur des œuvres que vous avez aimées. Donc il n'y a pas eu de censure de leur part, il y a encore eu moins de censure de la part des chaînes ou ce genre de choses-là, parce que c'est un livre qui s'est fait parfois avec c'est-à-dire que les chaînes étaient au courant que j'avais contacté les scénaristes, mais elles n'avaient pas leur mot à dire sur ce qui allait se passer pendant les entretiens. C'est d'autant plus facile que les séries sont finies, donc elles sont plus en promotion, si j'ose dire. Et après, j'étais assez clair sur le besoin de confidence. Il fallait que les gens me parlent. Alors la plupart me connaissaient, donc ils avaient confiance en mon travail. Et ceux qui me connaissaient moins, que j'avais juste interviewé une fois ou deux, sont des gens qui n'ont pas peur. Moi, j'aime bien cette phrase de Sally Wainwright qui dit voilà, BBC me font pas peur, donc il n'y a aucune raison qu'ils aient peur de moi. Donc en gros, une relation saine, c'est pas une relation où il y a de la peur. D'ailleurs, il en est question de peur dans le bouquin ici ou là. Mais donc voilà. Après, j'ai un panel que je trouve extraordinaire. Moi-même, j'y crois à peine de ça, de tous les gens que j'ai pu avoir.
et de la générosité dont ils ont fait preuve. Il y en a quelques autres qui ne sont pas dans ce livre et qui ont préféré ne pas participer. Mais honnêtement, sans regret, je pense que tous ceux qui sont là sont formidables et suffisent largement à raconter cette très belle histoire. Eh ben, il y a pas à rougir des noms qui sont là, hein, il y a c'est parce que là, tout à l'heure, j'ai cité que les séries, mais alors les noms des créateurs, ils sont très connus. Il y a Tom Fontana, Sean Ryan, David Simon. Et aussi d'autres comme Sally Wainwright, qui est moins connue en Oui, France, mais qui est couverte de prix en Angleterre, ou comme Michaela Cole, que j'ai interviewé, que je connaissais d'avant, que j'ai interviewé pendant l'écriture d'I May Destroy You, et on voit l'immense succès critique, n'en déplaise au Golden Globe, qui a été celui d'I May Destroy You. Donc en fait, je pense qu'il y a parmi ces gens-là, à la fois l'avenir des séries et son passé. c'est un beau spectre, effectivement, de personnalités. Hem, est-ce que vous pouvez expliquer un peu la spécificité de cette écriture, qui est dans l'ordre de la création et en mosaïque, en fait? Ouais. Bah déjà dire une chose qui est importante, parce que je crois qu'il y a je vois sur les réseaux sociaux ici ou là des gens qui n'ont pas bien compris que c'est pas un livre d'entretien. C'est pas chacun son tour, question-réponse. Il n'y a pas de questions. Les seules questions qu'il y a, c'est au début de chaque chapitre. Donc le bouquin est fractionné en 26 chapitres, qui va de où est-ce qu'ils en étaient. Alors ça commence par des portraits, hein, c'est important pour que les gens qui ne connaissent pas ces auteurs-là puissent voir un peu d'où ils viennent et qui ils sont, avec des photos qui sont toutes inédites. Donc c'est moi-même qui ai fait des photos des scénaristes. Et ensuite, pour ceux auxquels j'avais pas accès, je leur ai demandé de se faire photographier par des proches ou par leurs assistants. Donc ils sont toutes et tous face à leur ordinateur en train d'écrire, c'était un peu la démarche. Et ensuite, donc étape après étape, pas après pas, tout ce que la création sérielle contient. Et en fait, au sein de ces chapitres-là, moi, je commence par faire une très brève ouverture en disant, en confrontant mon fantasme de journaliste et de téléspectateur, en disant, alors, qu'est-ce que c'est créer des personnages? Bah pour moi, voilà, c'est une étape hyper importante et tout. Voyons ce que les gens ont à en dire. Et là, je donne la parole aux créateurs, mais non pas chacun à leur tour comme ça, mais en fonction de ce qu'ils ont pu me répondre, je structure une histoire. Mon but, c'est que ça se lise un peu comme un roman, même si évidemment, il y a aussi des passages qui sont très analytiques. Euh, J'essaye qu'il y ait de la vie. J'essaye que ça soit pas juste genre, moi je pense que, moi je pense que, moi je pense que, mais que ça soit quelque chose de fluide, où les avis se confrontent, où les anecdotes s'ajoutent aux avis, et où donc au bout du compte, on a l'impression que ce qui nous est raconté, c'est la vie de ces créatrices et de ces créateurs, et pas seulement leur opinion. C'est ça, on a un récit, de l'analyse et effectivement ces anecdotes, ces fameuses anecdotes qui rendent, encore plus vivant ce livre. On découvre des anecdotes, par exemple, l'anecdote du créateur de Skins, pourquoi il a créé la série, en discutant avec son fils, des choses comme ça qui sont très touchantes, aussi Et qui sont de parfois complètement dispensables, mais qui du coup sont drôles, ou sont attachantes, ou sont. Quand je demande à Tom Fontana s'il souffre de la page blanche et comment il fait pour se démerder quand il a la page blanche, il répond comme pas mal de monde. Il dit: je fais le tour de mon appartement en marchant, je mange un sandwich, et puis il dit: je prends une douche. Et du coup, mes scénarios sont souvent gondolés parce que je fous de la flotte dessus. Et ben moi, j'aime bien me dire que le lecteur, et moi, quand je parlais à Tom Fontana, je m'imaginais ça. En plus, on se parlait au téléphone, donc c'était pas visuel du tout. J'imaginais Tom Fontana sortant de sa douche, serviette autour de la taille, en train d'écrire. Et je me disais, c'est marrant comme image, ça me fait plutôt rire. Ou de me dire que Sean Ryan se met un casque toujours sur les oreilles. D'ailleurs, sa photo, il a un casque sur les oreilles. Et comment il fait pour se concentrer, pour pas être emmerdé par les bruits autour de lui? Il écoute des chants de Noël. Et pour moi, Vic Mackey et Jingle Bells, ça va pas trop bien ensemble. Et du coup, c'est amusant, voilà. Et toutes ces histoires-là celles-ci sont légères. Il y en a qui sont beaucoup plus graves. Il y en a qui sont des confidences d'embrouilles, de tensions, de choses qui sont beaucoup plus compliquées. Mon but, c'était qu'on comprenne que l'humanité de ces créateurs n'est jamais étrangère à leur œuvre. Et que souvent leur œuvre n'est jamais étrangère à leur humanité. Et quand quelqu'un comme Ray McKinnon, ça je le sais, c'est factuel, c'est sur sa page Facebook, a perdu son épouse qui était aussi sa coproductrice avec qui il faisait des courts-métrages, etc. ensemble, quelques temps avant de pouvoir écrire Rectify, ça a du sens. Donc il faut en parler avec lui. Même si je ne vous cacherai pas que dans le bouquin, ça vient assez vite.
dans l'entretien, c'est venu évidemment au bout de 2 heures et demie. On commence pas. Alors, Ray, vous avez perdu votre femme? Non, ça Oui, marche pas comme ça. évidemment. Alors C'est un après, peu avec tact. Raymond, on avait une relation de confiance depuis plusieurs années parce que j'ai beaucoup écrit sur Rectify et on a eu l'occasion d'en parler régulièrement. Donc, il savait déjà que j'étais dans une démarche bienveillante. Et ensuite, par contre, quand j'apprends, je ne savais pas qu'il était alité avec un cancer au moment où la première saison est sortie. Je me dis, c'est pas possible, ce mec. Ce gars perd sa femme, mange un cancer derrière, a été dépressif toute sa jeunesse. Et honnêtement, je pense qu'une fois qu'on a lu ce bouquin, si on n'a pas vu Rectify, on est déjà très curieux de voir Rectify. Et si on a vu Rectify, on a envie d'y retourner en se disant, mais je veux dire, c'est l'histoire de ce type est tellement bouleversante. Enfin, il y a tellement d'humanité, de fragilité dans tout ça que bah, je trouve que sa série, enfin, mon but, c'est que l'épaisseur des créateurs finisse par, par faire réfléchir aux séries elles-mêmes et à se dire, ok, en fait, merde, 10%. Moi, j'ai regardé ça comme une comédie légère, machin et tout. Purée, la vache, Fanny Herrero, elle a quand même, elle a donné derrière, quoi. Euh, Peut-être qu'en fait, entre les lignes, ah ouais, d'accord, peut-être que là, elle nous disait deux, trois trucs sur elle. C'est intéressant tout ça. Ça moi, je compare ça aux biopics. J'aime pas trop les biopics en général de créateurs, genre Ray Charles et cetera, parce qu'on ne va pas dans le cœur de la création. On va survoler, on va dire: «Ah, mais il était en train de repasser, sa femme est partie, il a fait Hit the Road Jack». Mais Ouais. on va vraiment au cœur de la création. On est vraiment dans l'engrenage de la création, quoi. Comment ils ont fait? Et c'est vraiment très, très intéressant ça. Et c'est jamais facile. Voilà. Mais il n'y a que David Simon, non, Adam Prisseux, le créateur de Borgen, qui lui se définit vraiment comme un ouvrier et qui est intéressant, hein, et qui est plus un travailleur et qui du coup se laisse un peu moins aller aux émotions. Mais l'anecdote de création de Borgen est extraordinaire. Ça met des images, le type est dans sa salle de gym, donc il fait de la muscu régulièrement, et il a à côté de lui un gars qui qualifie de Golgoth, qui est une grosse montagne de muscles. Et aux infos, donc au Danemark, on a le droit le Premier ministre peut en gros déclarer l'élection, c'est maintenant, pour dire les choses simplement. Et en gros remettre en jeu, c'est une sorte d'auto, il remet en jeu son titre, quoi. Et donc se passe ça au moment où il est à sa salle de gym, et le mec à côté de lui dit ouais, de toute façon, tout ça, c'est des conneries, je me casse. Et je voterai pas. Et c'est comme ça que Ney se dit mais merde, en fait, tous ces gens-là, moi, je vais leur raconter une histoire et derrière, ils vont avoir envie d'aller voter. Et c'est marrant parce que ça m'a renvoyé à mon regard sur The West Wing et sur La Maison Blanche. Où à chaque fois, je dis purée, je regarde un épisode de La Maison Blanche, j'ai qu'une envie, c'est d'aller voter, quoi. Je veux qu'il y ait une urne quelque part, faites-moi voter pour un truc. Et c'est exactement ça qui a motivé Adam Prissot. Les ateliers de travail de Skins, ça, j'ai trouvé ça passionnant aussi de réunir des jeunes. En fait, on va parler des jeunes, bah, faisons-les parler. Ouais. Et puis Et alors dans des conditions très particulières, il y a une fois d'ailleurs je serai dans le bouquin, il dit bon, alors aujourd'hui avec les réseaux sociaux, tous ces trucs là et tout, possiblement on aurait eu des emmerdes, mais parce que c'est un peu hippie quoi. Voilà, il a presque ramassé dans les MJC du coin et des jeunes gars qui avaient l'air d'être inspirés et d'avoir des histoires à raconter, dont un mec qui s'appelle Daniel Kaluuya et qui derrière s'est retrouvé le héros de Get Out et nommé aux Oscars et tout le tralala, donc ça c'est quand même assez fort. On oublie que bon, il était déjà il fait partie d'un club de théâtre, Daniel Kaluuya, mais c'est grâce à Skins qu'il a commencé sa carrière. Hein. Donc voilà. Et donc ils étaient vautrés tout l'après-midi à fumer des clopes et à picoler. En gros, hein, on va dire les choses simplement. Et avec son franc-parler, elle se dit lâche des trucs du genre bah en fait on allait au resto, on s'est picolé tout le monde et comme ça on avait des histoires de ouf quoi. Alors que techniquement, ils étaient mineurs, les gamins. Mais voilà. Et ils organisaient des gros stuff, etc. Et par contre, dans un esprit très sain, lui, en fait, il est devenu le père d'adoption de cette bande, quoi. Et il se mettait là, il les écoutait, il prenait des notes, il leur avait bien prévenu, il leur disait, vous savez contractuellement que tout ce que vous pouvez raconter ici sera utilisé dans la série, donc soyez prudents. Il dit juste qu'il y a un truc sur lequel il a allé vérifier qu'il n'y avait pas de problème, c'était les histoires d'anorexie de Cassie, pour être sûr qu'il n'y ait pas, tu vois, de choses qui puissent être blessantes. Et voilà. Et c'est sûr que ça fait de Skin une série à part qui n'est pas seulement la projection et les fantasmes d'adultes sur ce que peut être l'adolescence. Ce qui ressort beaucoup, c'est, une charge de travail et une angoisse permanente.
Est-ce qu'il y a un moment d'accalmie quand même? Moi, il me semble que c'est peut-être la diffusion du premier épisode où il Ouais, y a du stress, mais il y a aussi le résultat. certains qui veulent pas le voir le premier épisode, hein, qui préfèrent regarder ailleurs, hein, ou qui se prennent une bonne cuite parce que c'est un moment très stressant, quoi. Et puis il y en a d'autres qui disent aussi, ouais, c'est bon, les épisodes, je les ai vus 792 fois en salle de montage, je vais pas me les infliger une dernière fois à la téloche. Euh, mais j'aime bien cette image de David Salmon qui est à la Nouvelle-Orléans et qui va se foutre dans un pub, ni vu ni connu, je t'embrouille au fond de la salle, parce qu'il y avait des projections de Trémé tellement c'était. Si vous êtes allé à la Nouvelle-Orléans un jour, ce que j'ai eu la chance de faire 2 fois d'ailleurs sur le tournage de Trémé à chaque fois, c'est un bled. Enfin, je veux dire, à l'échelle américaine, c'est pas une méga grosse ville. Il y a des quartiers quand même assez resserrés et tout, et donc il y a une très forte communauté. C'est une culture qui est tellement particulière que, que du coup, bah, les mecs, on a fait une série sur eux, sur leur ville, dans leur ville. Et donc, ils regardaient ça dans les cafés, ils se mettaient tous ensemble comme on regarderait un match de foot. Et Simon allait s'incruster là-dedans. Alors, il me dit au début, c'était facile, et puis après, tout le monde connaissait ma tête parce que j'avais fait des interviews et tout, donc j'arrivais plus à me planquer, quoi. Euh, donc, oui, il y a des moments de relâchement, mais pour beaucoup, ce moment de relâchement, il se fait à la fin quand tout est fini, hein. Quand la série est terminée, quand elle est envoyée, et là, ils disent, bon, bah voilà, maintenant c'est fini. Mais sinon, honnêtement, mais angoisse n'est pas incompatible avec joie, hein. Je veux dire, chacun Oui, bien exprime sûr. des belles choses. Mais imaginez, moi, je sors un bouquin sur les séries et j'ai une angoisse. Alors moi, je sors une interview, j'ai déjà du stress, donc je reviens sur, le fait que vous n'écrivez pas de série, ça ne vous titille pas du tout? Il y a une chose qui se dégage de ce bouquin et qui, pour moi, est le plus grand confort quand je m'en veux de ne pas avoir écrit une série, c'est que je pense que ça ne se décide pas d'écrire une série. Euh, ça doit être un besoin, ça doit être quelque chose qu'on ne peut pas faire sans. C'est-à-dire que si, je doute qu'on puisse faire une bonne série en décidant, en disant ah ouais, en fait, c'est trop cool les séries, je vais écrire une série. J'y crois pas. À mon avis, le seul moyen, c'est d'en perdre le sommeil et de se dire en fait, soit je deviens scénariste, soit j'aurais raté un truc dans ma vie. Moi Euh, et ce besoin-là, je ne l'ai pas en fait. Moi, je considère que si je crève demain, j'aurais pas raté ma carrière de scénariste. Je suis pas scénariste. Peut-être qu'un jour j'en ferai une, parce que peut-être que ça va naître en moi, hein, on ne sait jamais. Mais pour l'instant, ma joie est au contraire dans l'écoute de celles et ceux qui font des séries. Et il y a encore tellement de choses à dire sur ces gens-là. Il y a encore tellement de choses à raconter. C'est la joie de mon métier. C'est la joie de mon combat, si j'ose dire, parce qu'on est confronté à un monde où la communication est de plus en plus dure et c'est de plus en plus difficile de faire des belles choses journalistiquement. Et donc, il y a un combat qui me semble être beaucoup plus proche du mien que celui de créer une série télé. bah, on sent tout ça dans le livre, à la fois le sacerdoce que c'est, d'écrire, une série et votre plaisir de l'écoute. Ces 2 éléments sont essentiels dans ce livre. Merci. J'ai une dernière question, c'est sur les médias en général, parce que vous avez fait, de la radio, vous avez fait, de la presse écrite, enfin vous faites toujours de la presse écrite, vous faites, maintenant, des livres. C'est de la Qu'est télé aussi, j'en fais toujours. Oui, et la télé avec Le Cercle. Ces médias sont complémentaires? Il y en a un que vous affectionnez plus, où est-ce que vous vous sentez le mieux? Pour moi, c'est vraiment complémentaire. C'est des tonalités, c'est des formes différentes, c'est des rythmes différents. Moi, plus je suis diversifié, plus je suis heureux. Plus je peux faire de choses différentes dans les formats, j'entends, plus je suis heureux. Le livre, c'est quelque chose que je découvre, qui était à la base pas vraiment le format que j'avais envie de. Enfin, vraiment, je suis pas un mec hyper patient. Moi, j'aime bien faire, j'aime bien produire. C'est pour ça que la radio, j'ai eu la chance d'avoir une émission en direct pendant quelques temps sur ce qui s'appelait Le Move à l'époque, et des chroniques à Inter et ailleurs, à Oui FM à l'époque, il y a bien longtemps maintenant. Le direct radio, c'est un truc que j'adore. C'est un bonheur, c'est un truc, je sais pas, il y a une notion où chaque seconde compte, quoi, où chaque instant est précieux et finalement c'est ce qu'on retrouve dans la presse écrite parce qu'il y a des contraintes d'espace et donc chaque mot est important parce que vous n'avez pas 5000 pages.
C'est ce qui fait presque un bouquin au final, un espace infini, quoi, 320 pages, et où donc là-dedans, je me paye le luxe régulièrement de digresser, quoi, d'être un peu plus long, quoi, ce qu'on peut pas faire dans la presse écrite. Mais moi, je trouve que tout est complémentaire. La télé, évidemment, c'est le format le plus contraignant. C'est encore plus court, c'est encore plus encadré, carré, littéralement encadré, quoi. Donc c'est très contraignant, mais c'est aussi quelque chose d'un peu jouissif dans l'image, dans le plaisir, il y a un côté narcissique un peu derrière aussi. Enfin voilà, en fait, dans un monde idéal, on peut parler de séries sur tous les médias et sans trop de contraintes et en disant des choses intéressantes. Donc je vais essayer de continuer à le faire. Je vais continuer d'écrire des bouquins. Je vais certainement continuer d'écrire dans Télérama. C'est quand même l'essentiel de mon existence professionnelle, j'entends. Et toutes les opportunités qui se présenteront pour ici ou là écrire un article dans une revue universitaire. Évidemment, les festivals, ces choses-là, on les oublie en ce moment, hein, mais la chair, quoi, le vrai, la réalité. Je donne régulièrement j'anime des masterclass, je donne des cours dans des universités, dans des interventions dans des médiathèques, toutes ces choses-là. En fait, la parole critique, pour moi, il faut qu'elle se développe le plus possible et sur le plus de médias possible. Et dans le plus de tonalités possible. Et donc, tous ces endroits-là permettent de le faire. Et peut-être, comme ce bouquin, que toutes ces interventions, au bout d'un moment, auront un impact. Je ne fais pas ce métier pour que les séries soient meilleures, mais si mon métier peut aider les séries à être meilleures d'une façon ou d'une autre, c'est un cercle vertueux.